Alors aujourd'hui, nativité ou pas nativité, ou alors épiphanie, adoration des mages, eh bien, je vais certainement vous surprendre, mais l'œuvre que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est Broadway Boogie Woogie de Pete Mondrian. C'est-à-dire que moi, j'ai pas décidé de prendre une thématique religieuse, mais plutôt une thématique musicale pour bien commencer l'année dans la joie et la bonne humeur. Alors, le choix de cette œuvre, c'est une œuvre qui m'a toujours fascinée en tant qu'étudiante en art, et c'est aussi une œuvre au final qu'on connaît très peu de Pic Mondrian, alors qu'elle fait partie de ses grands chefs-d'œuvre, parce que c'est une œuvre qu'il va réaliser en fin de vie, alors qu'il est aux États-Unis, qu'il s'est installé depuis 1940 aux États-Unis, et c'est un moment où il est véritablement dans un renouveau, tout est approximatif avec Mondrian sur cette époque-là, mais en tout cas, il est dans une nouvelle réflexion artistique. Et c'est vraiment une œuvre qui va, moi, quasiment m'hypnotiser, tellement qu'elle clignote, qu'elle est dynamique, mais surtout, elle est extrêmement joyeuse, ce qui des fois peut créer un véritable décalage avec l'image qu'on peut se faire aussi de Mondrian. Alors, c'est une œuvre, si on regarde bien sa composition, 1,27 m, c'est quand même assez grand pour du Mondrian. Généralement, on est plutôt sur des formats autour de 40-50 cm. C'est un fond blanc. On va avoir des lignes jaunes qui viennent structurer et créer un plan sur le tableau. Et ensuite, à l'intérieur de ces lignes jaunes, vous allez avoir des petits carrés ou des rectangles, plus ou moins de taille égale, qui vont venir se répartir. Et c'est ça qui va créer l'effet de clignotement sur le tableau. Et ce sont des carrés gris, bleu ou rouge. Et vous allez ensuite avoir des gros blocs qui réapparaissent, avec parfois une superposition aussi, une structure de ces couleurs. Alors en soi, c'est un tableau qui peut paraître assez différent, mais qui reste quand même dans les codes que Mondrian a, au fur et à mesure de sa progression artistique, instauré, parce qu'on garde quand même les trois couleurs primaires, on va garder ce qu'il appelait les non-couleurs, c'est-à-dire le blanc et le gris. Mais vous pourriez me dire aussi que ça ne ressemble pas du tout à du Mondrian, parce que quand on pense à Mondrian, eh bien, on pense généralement à ce type d'œuvre, à ce type de composition. Donc, ce sont les compositions géométriques, ce style géométrique qu'il va mettre en place progressivement dans son travail, parce que Mondrian va, lui, vouloir bannir complètement la représentation de la réalité, et il va créer un nouvel esthétisme qu'il va lui-même décrire dans des articles, puisqu'il va il va être membre d'un groupe qui s'appelait, alors nous on dit deux styles, mais des fois vous écoutez des documentaires, on va vous dire deux stèles, ça dépend un petit peu quelle prononciation on prend, mais il y a cette idée d'art total et il y a cette idée aussi de bannir complètement le réel et de montrer un petit peu l'essence des choses. Et pour lui, ces tableaux vont montrer la manière dont s'organise l'univers, dont s'organise le monde, et il est dans une démarche de donner un message universel. Donc il faut se détacher d'une réalité. Il va appeler ça le néoplasticisme, ou on va aussi parfois entendre parler de néoplastique. Donc c'est pour lui une manière d'avancer en art et de créer une sorte de fin, mais pas une fin où tout s'arrête, une fin où tout va pouvoir repartir. Et effectivement, il va mettre comme base de cet esthétisme, en tout cas de cette théorie de la néoplastique, ce sont les trois couleurs primaires. Donc on a le bleu, le rouge, le jaune, qu'on voit dans différents carrés ici, ou différents rectangles. Et on va avoir deux non-couleurs, qui va être le blanc, qui va former le fond de l'œuvre. Et ensuite, vous allez avoir les traits noirs qui vont venir cerner et quadriller le tableau pour créer un plan. Et c'est vraiment un moment où il va beaucoup s'expérimenter, c'est-à-dire que vous avez une multitude d'œuvres sur cette composition-là, où il va créer et il va chercher une harmonie. Ça aussi, c'est très important pour lui, de trouver cette harmonie. Donc, il y a des moments où on va avoir des lignes qui sont plus serrées, et au fur et à mesure, on constate que les couleurs, elles vont commencer à s'approcher des bords pour presque disparaître. C'est aussi une manière pour lui d'exprimer encore différemment, mais de montrer toute une évolution. Parce que c'est vrai que quand on voit cette œuvre-là, c'est une identité visuelle, une identité graphique qui
va vraiment marquer Mondrian. C'est-à-dire que quand on voit cette œuvre, on sait que c'est Mondrian. Et aujourd'hui, ce sont des codes visuels qui sont extrêmement repris. Vous avez Yves Saint Laurent qui a fait une robe qui reprend les motifs Mondrian. Vous avez un chapeau qui a été fait par une grande modiste aussi américaine. Vous avez notamment une grande marque de cosmétiques où vous avez ces trois carrés avec les couleurs primaires et avec des lignes noires qui viennent cerner qui sont reprises. Et Mondrian, eh bien, en fait, ce qui est fascinant avec lui, c'est que c'est un artiste qui n'a jamais cessé de travailler et qui va avoir aussi cette force de pouvoir se remettre en question continuellement pour atteindre ses idées et pour atteindre cet effet plastique. Alors, quand on met les deux en parallèle, et comme je vous disais tout à l'heure, on pourrait penser qu'avec Broadway Boogie Woogie, on est assez loin vraiment de la plasticité de Mondrian. Eh bien, en fait, pas du tout. Ce qui disparaît quand il arrive aux États-Unis, ce sont les lignes noires pour quadriller le tableau. Mais quand on met les deux œuvres côte à côte, on voit bien qu'il est dans une progression. C'est-à-dire qu'on a toujours un effet de quadrillage sur le tableau et on a toujours les trois couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Et on va ensuite avoir les non-couleurs, sauf le noir qui disparaît, on a le blanc et le gris. Donc on voit qu'on est dans une continuité. Alors quand on pense à Mondrian, eh bien le voilà. Alors Mondrian, c'est cet homme qui a l'air extrêmement sérieux, qui n'a pas du tout cette idée d'artiste, cette image, pardon, d'artiste bohème quand il s'installe à Paris dans les années 20. Il a ce côté extrêmement sérieux, extrêmement guindé. Il a ces petites lunettes rondes qui lui sont très caractéristiques. Alors pour la moustache, hein, c'est la moustache à la mode à l'époque. Hein, donc ça peut parfois surprendre, mais c'est surtout regarder ce regard franc, ce regard direct. Il était considéré hein, comme quelqu'un d'assez sérieux, d'assez introverti. Il était surnommé Pic l'invisible. Donc, il a quand même une vie sociale, une vie nocturne, donc je vous parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu en retrait par rapport à certains cercles, et notamment au moment où il s'installe en France, il va vraiment mettre en place cet esthétisme et cet art abstrait. Il n'est pas le seul à y travailler. Hein. Vous avez sur les mêmes années, vous avez Malevich, qu'il ne faut pas oublier, avec Carré noir sur fond blanc. Vous avez Kandinsky aussi qui travaille à l'art abstrait, sur de l'art abstrait. Et à Paris, vous avez un cercle aussi qui se met en place. Sauf que l'art abstrait n'est pas du tout à la mode à l'époque à Paris. Donc c'est un artiste qui va être boudé par les galeries. Quand il fait des expositions, ça ne fonctionne pas. Il est considéré comme invendable. Il va vraiment continuer. Il y a un moment, il est un peu déprimé quand même. Hein. Il pense qu'il va complètement arrêter, mais il va quand même continuer et parce qu'il sait qu'il a quelque chose à faire. Et il sait qu'il a quelque chose à apporter et à imposer d'une certaine manière parce qu'il faut bouleverser l'art. Donc il est dans cette idée de créer une rupture, mais une rupture pour un renouveau, pour partir vers quelque chose de différent. Et ça, tout au long de sa formation artistique, il a eu cette démarche. Et c'est ce qu'on voit un peu dans ce regard, même s'il peut paraître assez sec, c'est qu'il est direct, il est franc et il n'a pas peur de se remettre en question pour aller jusqu'au bout de ses convictions. Parce que faire un résumé de l'œuvre de Mondrian, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, il va être un véritable touche-à-tout. Il est né en 1872 aux Pays-Bas. Il a un père qui est directeur d'école, il a un oncle qui peint. Ces deux hommes eh bien, vont le pousser à dessiner, à peindre, à partir sur le motif. Donc, il a une formation assez jeune. Et puis surtout, il va aussi s'intéresser au moderne, c'est-à-dire aux impressionnistes, la peinture en extérieur, la recherche de la luminosité. Donc, on a quand même ce regard qui se fait, cette sensibilité qui se met en place. Et puis, il va aussi partir ensuite à Amsterdam pour intégrer l'Académie de Beaux-Arts. Et encore une fois, il s'intéresse aux modernes. Les modernes, ça va être les fauves. Donc, il faut savoir que quand je passe d'une œuvre à une autre, vous avez des étapes intermédiaires. Hein. On n'est pas tout le temps, il ne passe pas d'une œuvre à l'autre, mais progressivement, il y arrive. Il va s'intéresser aux fauves. Il s'intéresse à la couleur. Il s'intéresse au travail de luminosité. Et on voit déjà que les fauves, il y a un dépassement du réel dans cette manière de faire cracher
aussi la couleur. Par contre, on voit des motifs et des sujets qui lui sont propres, hein. La ferme, le moulin, on a quand même cette Hollande natale qui réapparaît. Ensuite, on sait qu'il va avoir un temps où il a besoin de faire une retraite. Donc, il va partir s'isoler un petit peu. Et dans ce moment d'isolement, eh bien, il va découvrir la philosophie et vraiment l'esprit de la théosophie. Ça, je vous en ai déjà parlé avec d'autres artistes hein, qui vont avoir ces démarches et qui vont s'intéresser à des courants de pensée philosophiques, à des manières de vivre et de concevoir le monde différents. Et il va, à ce moment-là, créer évolution. Et quand il peint évolution, on voit qu'il y a une vraie remise en question dans son travail, parce qu'il a cet usage de la couleur qui est très fort, mais c'est une couleur qui dépasse le réel. Il y a ce côté surnaturel. Il veut montrer ce qui est non visible, une force. La théosophie, c'est ça, hein, c'est une manière de penser pour montrer une vérité universelle, une vérité d'une force qui est supérieure et qui nous dépasse. Donc, il va avoir ce regard-là, et on a vraiment ce côté presque symboliste aussi dans l'œuvre. Il va ensuite passer par le cubisme, parce qu'il arrive à Paris, il s'installe à Paris, donc c'est le cubisme. C'est aussi Paul Cézanne qui passe de ce côté-là, mais il trouve que les cubistes vont pas assez loin. On a encore trop de figuratifs. Alors sur cette œuvre, sur le bas ici, on voit ub pour cube, pour cubiste. C'est un petit clin d'œil, mais pour lui, c'est pas encore aller assez loin. Il n'a pas encore assez poussé le concept. Donc, c'est de là qu'on va avoir une vraie rupture. On a des étapes de transition où on a des carrés de couleurs qui apparaissent, on a des traits horizontaux et verticaux qui apparaissent pour arriver ensuite au style géométrique. Et comme je vous ai dit, ce style géométrique, il n'est pas du tout compris à Paris. Donc, ça va être très difficile pour lui. Arrive la Seconde Guerre mondiale, là, il va s'exiler, il part à Londres, il part ensuite aux États-Unis. Et quand il arrive aux États-Unis, voilà ce qu'il découvre. Il découvre des gratte-ciel, et notamment New York. Donc, c'est une ville qui va se dresser avec de grandes lignes droites. Il découvre une ville qui se structure dans un plan qui est quadrillé. Et de là, pour lui, c'est une véritable fascination parce qu'il se rend compte que son concept artistique s'applique en vrai dans la vie. C'est-à-dire qu'il a une œuvre d'art monumentale en marche devant lui. Et c'est une manière de concrétiser ce qu'il a toujours pensé. Quand il arrive à New York et quand il arrive aux États-Unis, eh bien, vous avez une évolution dans son travail. C'est-à-dire qu'il va être fasciné par les gratte-ciel, par ce quadrillage, par la luminosité. Donc, tout ça va apparaître et vous avez ici ce tableau qui s'appelle New York City, où on voit que les lignes noires disparaissent et ce sont les couleurs primaires qui viennent structurer en ligne et qui viennent quadriller parce que la ville va être sa source d'inspiration. Quand il arrive à New York, il va aussi tout de suite être pris en charge par des amis sur place et on va l'emmener voir des concerts. C'est-à-dire que sous son air extrêmement strict et sérieux, Mondrian est un passionné de jazz. Il fait les nuits parisiennes, il connaît et il a vu Joséphine Baker qui s'est produite à Paris, il a vu Louis Armstrong qui s'est produit à Paris également, et dès qu'il arrive le premier soir, on l'emmène voir la musique à la mode aux États-Unis, mais qui est un peu une musique subversive aussi, c'est le boogie-woogie. Et donc, le boogie-woogie va complètement influencer son travail. Et ici, on a l'évolution de New York plus le boogie-woogie. Parce que si on reprend vraiment cette manière de faire, on a sur Broadway boogie-woogie, vous avez le plan quadrillé de la ville qui réapparaît. Donc, on a toujours l'influence de New York. Vous avez cette idée d'élévation, les gratte-ciel. Et regardez, même les fenêtres, ça peut faire penser aux petits carrés rouges, bleus ou encore gris qui apparaissent sur les lignes. Et vous avez même Broadway, c'est quand même la scène musicale, c'est quand même aussi tout ce quartier où vous avez ces grandes enseignes qui clignotent. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le tableau. Mais surtout, c'est extrêmement musical. C'est-à-dire que quand on pense à Broadway Boogie Woogie, il faut penser qu'il a écouté aussi des morceaux. Et ce que je voudrais faire avec vous, c'est qu'on va mettre l'œuvre en mouvement, c'est qu'on va écouter un petit morceau, on va écouter un extrait d'un morceau qu'il a certainement écouté. C'est 6e Avenue Express qui est interprété par Ammons et par Johnson.
Et c'est un morceau qui date de 41. Donc, quand il est aux États-Unis, il a certainement entendu ce morceau-là aussi. Et vous allez voir à quel point l'œuvre se met complètement en action aussi au contact de la musique. Alors, je vais laisser la musique en fond, normalement vous m'entendez toujours. Quand on écoute vraiment ce morceau et qu'on regarde le tableau, ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il suit. C'est-à-dire que le boogie-woogie est un genre musical qui est un dérivé du blues, qui va apparaître dans les années 20 à New York, qui va vraiment se développer et atteindre une grande notoriété dans les années 30 et dans les années 40. Et en termes de composition, c'est-à-dire que vous avez la main gauche, vous avez un rythme qui va être tapé et qu'on entend, parce que c'est du blues en accéléré, le boogie-woogie. Et ensuite, avec la main droite, vous allez avoir le solo, ce sont toutes les notes, l'improvisation qu'on entend. Et l'œuvre est au MoMA. Et vous avez sur le site du MoMA, quand on va sur vraiment la page qui explique l'œuvre, vous avez une vidéo d'un musicien qui vous explique en quoi ce tableau est une véritable partition. C'est-à-dire que la ligne jaune, ça va être ce rythme qui construit le morceau, et que tous les petits carrés qui viennent dans les interlignes ou même les blocs, ce sont des moments d'interprétation. Et le musicien se met quasiment à jouer le tableau de Mondrian, ce qui est vraiment fascinant, parce qu'on se rend compte à quel point, au final, lui qui était dans le refus de la réalité, il va nous transmettre l'énergie d'une ville en y mettant son architecture, son effervescence et aussi sa musique. Donc c'est assez fascinant. Il n'a jamais été aussi heureux qu'il l'a pu l'être aux États-Unis. Et on voit cette énergie, on voit cet aspect joyeux. Et cette œuvre était certainement le début d'un nouveau renouveau dans le travail de Mondrian, parce que l'œuvre est créée en 42-43, il va décéder en 44, et la dernière œuvre qu'il laisse derrière lui, c'est celle-ci. C'est une œuvre inachevée. C'est Victory Boogie Woogie. Donc on voit à quel point la musique est importante. D'ailleurs, quand il parle de son travail, il fait souvent un parallèle entre son œuvre, la structure géométrique de son travail et la musique, parce qu'il va parler de mouvement, il va parler de rythme aussi, et on voit qu'il partait sur autre chose. Donc voilà un petit peu ce que Boogie Woogie, Broadway Boogie Woogie était là pour ce que j'avais envie de vous montrer en fait sur ce tableau. Alors au-delà d'avoir fait une référence à l'épiphanie, c'était surtout de démarrer l'année dans la joie, la bonne humeur et dans la musique. Voilà. Et puis pour terminer, je vous rappelle nos prochains rendez-vous. Donc pour les intéressés, on se retrouve jeudi pour la découverte de Hyacinthe Rigaud. Et ensuite, je laisse la parole à Mélanie sur son cycle représenté avec les artistes dimanche. Et mardi de la semaine prochaine avec l'Égypte à Paris. Et je terminerai en disant pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Alors, je vais réactiver les micros.